Donc l'objet de cette thèse, donc tu as mentionné justement mon action à Polytechnique. Donc à Polytechnique, j'ai eu la chance de monter avec Patrick Huer un laboratoire, le laboratoire d'hydrodynamique, et avec le directeur de la recherche de l'époque, Pierre Vasseur, on a mis en place dès le début, donc en 90, un processus de labo ouvert, c'est-à-dire que le labo était ouvert pour eux, aux artistes, avec une réflexion qui se base sur deux thèmes que je vais développer. Un, c'est très important pour les processus d'innovation, c'est-à-dire que ce n'est pas une communication vers l'extérieur, c'est plus fondamental que ça, c'est que pour que les chercheurs réfléchissent et travaillent sur et visualisent leur processus d'innovation. Et la deuxième dimension, c'est qu'on rajoute une dimension éthique, c'est-à-dire que le lien avec la société, ça repose la question éthique des sciences dès le départ. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous amener dans la proposition. Et le premier exemple que je vais prendre, c'est Étienne Jules Marais. D'abord, c'est dans mon panthéon, personnel. Étienne Jules Marais, qui a fait d'abord des études de médecine. Il s'est d'abord intéressé aux signaux physiologiques, c'est-à-dire le battement cardiaque, enregistrer un signal en temps pour comprendre la santé d'un patient. Et quand il est passé au mouvement, il est d'abord passé au mouvement sur une question. C'est lui qui a proposé que le cheval au galop, quand il est en extension, il a toujours une patte qui touche le sol. Et ça a motivé à la fois les recherches aux États-Unis, financées par Stanford, qui a fondé après l'université de Stanford, par Maybridge, qui a travaillé avec Marais pour pouvoir répondre à cette question. Quand le cheval au galop, est-ce qu'il a toujours une patte en extension? Et ça a amené la découverte de quelque chose qui est le cinéma, et qui s'appelle plutôt la chronophotographie. Donc la première version, il y a plusieurs versions, je fais l'histoire un tout petit peu courte, je vais essayer de ne pas me perdre. Mais la première, donc l'idée pour étudier le mouvement. Donc le mouvement d'un cheval, c'est un objet dans l'espace-temps. C'est-à-dire pour le comprendre, il faut réfléchir directement dans l'espace-temps, il ne faut pas que ce soit l'espace d'analyse, il faut voir à la fois le mouvement, le déploiement dans l'espace-temps. Donc après être passé à répondre à cette question sur le cheval, donc en effet, il a toujours une patte qui touche en extension. Il est passé naturellement au mouvement des oiseaux, c'est-à-dire à comprendre le mouvement des oiseaux. Et donc ça, c'est un exemple de la chronophotographie. Au début, la chronophotographie, pardon, j'ai appuyé. La chronophotographie, ça comportait des images sur la même pellicule. Et après, il a inventé une façon de déplacer la pellicule. Et il a inventé le cinéma avant les frères Lumière. Il a même inventé le projecteur. Donc ça, c'est motivé par la recherche scientifique, et on voit que dans tous ces exemples, il y a une forte composante esthétique aux images. Maintenant, il est plutôt reconnu comme un artiste, parce que justement, ça, c'est le moteur de l'innovation. C'est cet espace imaginaire où on va faire les découvertes. Mais c'est intéressant aux oiseaux, il fallait qu'ils comprennent le mouvement de l'air. Donc pour comprendre le mouvement de l'air, il a inventé la première soufflerie. Et là, il a travaillé avec Donc, la première est en 1898, celle-là, c'est celle de 1901, financée par un financement américain. Et l'idée est faite avec les frères Wright, qui sont, eux, reconnus comme les inventeurs de la soufflerie. Donc ça, c'est une soufflerie un tout petit peu particulière, parce que c'est une soufflerie avec une chambre très étroite. L'air rentre par le haut. Il y a 58 canaux de fumée qui vont faire ces petits traits de fumée. Et là, il va pouvoir étudier les mouvements de l'air et révéler les mouvements qui sont invisibles, les formes invisibles, sinon, des mouvements de l'air, pour étudier la dynamique du vol. Et on voit que là, et dans cet objet-là, on voit que dans cette révélation, de nouveau, il y a cet imaginaire qui va intervenir, cette volonté scientifique, mais aussi artistique, de révéler ce qui n'est pas visible. Donc moi, le travail autour d'Arts et Sciences, le premier élément, c'est de se dire, Arts et Sciences, est-ce qu'on ne peut pas faire des installations qui emmène directement le public à l'intérieur de cet imaginaire où les sciences se forment, et pas essayer d'apprendre le résultat des sciences. Donc c'est les premières installations qu'on a faites avec le groupe Labo Factory. Je vous passe directement la première qu'on ait faite pour l'année de la physique, et c'était aussi pour la Nuit Blanche en 2005. Donc c'est plus compliqué qu'un laboratoire, parce qu'il faut projeter le laboratoire dans une chapelle, par exemple, là, amener tout le matériel dans une chapelle. Vous allez voir à quoi
va ressembler l'expérience. Et là, c'était dans cette idée, en ligne avec Étienne Jules Marais, de visualiser, de mettre présent les mouvements de l'air dans une installation et construire un autre espace imaginaire, peut-être abstrait, où le public va pouvoir rentrer et qui va pouvoir expérimenter. Donc il y a un travail avec un plasticien et un compositeur. Je vous laisse regarder un tout petit peu la vidéo. Et donc là, c'est un travail ensemble. On a mis 2 ans pour mettre cette installation au point. Ensemble, les trois, avec nos 3 spécificités, sur à la fois la partie plutôt plastique, la mise en scène, le sens, même caché de cette installation. On emmène dans les profondeurs de l'océan plutôt que des tourbillons de fumée. Et avec le compositeur sur la musique, avec de nouveau une porosité entière. Certaines des rythmiques, je les ai écrites moi, certaines viennent du plasticien. Donc une porosité complète entre une vraie équipe où il n'y a pas de domaine réservé, il n'y a pas un artiste, un scientifique, un compositeur, tout le monde participe à tout. La deuxième installation que je vous montre, c'est pour la Nuit Blanche en 2010. On a une vingtaine de productions d'œuvres, hein, donc je vous en montre quelques-unes. Donc là, on avait choisi une église plus grande. C'était plus compliqué parce que c'était une église en activité, donc il fallait attendre les vêpres. Les vêpres, ça finit à 20h, c'est vachement tard. Hein. Et donc nous, on était là, dans les starting blocks. Dès que les derniers croyants sortaient, on amenait les installations, on mettait au point. Et là, la proposition, c'était moi qui l'avais mis en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une musique, donc vraiment une musique avec des sons, mais des sons qui sont des infrasons qu'on est incapable d'entendre. Donc des sons, on entend le son jusqu'à 40 Hz, on le ressent jusqu'à 10 Hz, et en dessous de 10 Hz, c'est bon, on n'a aucune idée du son. Il y a d'autres animaux qu'on a, mais pas nous. Et la proposition, c'était de créer ce son, mais ce son, comme on ne l'entend pas, on l'émet avec des haut-parleurs à 2 dimensions à la surface d'une nappe d'eau. Et donc ça va faire des très petites vagues, et quand l'eau est très peu épaisse, et les vagues à la surface de l'eau se comportent exactement comme du son. Et donc il y a des échos dans les bassins, et donc il y a une cohérence complète du son qui réverbère dans l'église, et du son qui se réverbère aussi dans ces bassins. Et ce son, pour le voir, parce que les vagues sont très petites, on a simplement des lumières en dessous des bassins. La lumière traverse la nappe d'eau, et chaque fois qu'il y a une vague, ça fait une lentille divergente, ça fait un espace sombre sur le bassin. Donc c'est des projections optiques qui habillent toute l'église, même la chair de cette église. Donc ça, c'est une première proposition. Donc la Nuit Blanche, la première, on a vu 3... J'essaie de changer la vidéo, mais voilà. Donc, installation suivante, je fais aussi une histoire assez courte. Après ces vagues qui étaient minuscules, le plasticien Laurent me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une machine avec des grandes vagues, des vagues beaucoup plus grandes, et que la surface de l'eau devienne comme un danseur. Donc on conçoit une première machine, celle-là, elle s'appelle Fluxus, avec aussi un clin d'œil à l'art. Donc c'est des machines, c'est des canaux à houle, simplement c'est un canal à houle qu'on a mis en haut, c'est une télé avec un seul programme, avec écran plat. Et donc c'est un canal à houle, il y a 2 batteurs, et on fait une première présentation pour la FIAC, avec une première composition où ce bassin-là, avec ces vagues, c'était les vagues, la surface de l'eau était plastique, et c'était une chorégraphie de vagues. Et puis là, je suis avec mon doctorant Gaëtan Lérisson, qui passe une thèse en sciences avec moi, mais j'implique les élèves, les doctorants, d'autres chercheurs dans cette dynamique arts et sciences. Là, on est en train de mettre au point au laboratoire la machine, et tout d'un coup, en écoutant cette machine, on se dit, mais c'est pas un danseur, cette machine, il y a des vibrations, c'est un instrument de musique. C'est une cavité fermée, et donc elle joue des notes. Donc on mesure les notes qu'elle est capable de jouer. C'est des notes de 1.31 Hz, 1.71 Hz. Donc de nouveau, c'est des notes qu'on n'entend pas, mais qui vont se traduire par une déformation de la surface. Et du moment que ça, c'était devenu un instrument de musique, donc c'est un tambour mou, silencieux, mou parce que c'est que la gravité qui est une force qui tend le tambour, la nappe, la surface de l'eau, eh bien, on pouvait faire une composition pour cette installation. Donc là, c'est une composition pour 3 machines, qui est une partition de musique, où on dit, c'est comme une partition de musique, on dit quelle note on joue, on peut battre, on a 2 maillotches, à droite et à gauche, on dit quelle note on joue, pendant quelle durée, et on a besoin de définir la mesure, et la mesure, on a pris le temps de propagation de la vague dans le bassin, qui est une mesure naturelle
pour cet instrument. Donc c'est un drôle d'instrument parce que tous les temps, je ne vais pas développer, mais tous les temps caractéristiques sont mélangés, alors que les instruments normaux, ils sont tous séparés. L'attaque est séparée de la note, qui est séparée du temps avec lequel on les joue. Donc voilà la composition. Et quand j'ai envoyé ça au compositeur, il m'a dit, pour lui c'était limpide, il a tout de suite proposé une mise en musique donc moi j'ai fourni la partition des tambours, c'est comme s'il avait fait un arrangement avec une musique électronique que vous n'entendez pas, je vous passerai après, pour cette composition pour 3 tambours et musique électronique. Et donc ça c'était présenté à la Nuit Blanche, et donc on s'était dit la Nuit Blanche, les gens n'ont pas beaucoup de temps, on a fait une composition de 10 minutes 10 secondes, et en fait, qui était, comme c'est des vagues, on s'est dit on fait les 4 saisons, c'était libre comme de droit, et les gens sont restés en fait plusieurs saisons, et même la plupart des personnes sont restées la plupart sont restés plus d'une demi-heure et même 2 heures. Et tout le monde est venu nous poser la même question en disant c'est pas les vagues qui pilotent la musique, c'est pas la musique qui pilote le son que vous entendez pas. Qu'est-ce que c'est? Et moi je répondais un peu en provocation, c'est pas des vagues, c'est des tambours mous silencieux. Et pour les personnes c'était clair, c'est-à-dire qu'ils avaient réfléchi pendant très longtemps à une idée de causalité. Or quand on écoute de la musique, il n'y a pas de causalité. Ils sentaient bien qu'il n'y avait pas de causalité, ils avaient vu qu'il n'y avait pas de causalité, mais qu'il y avait une cohérence. Et la cohérence était écrite, c'était de la musique. Et pour eux, tout d'un coup, ils comprenaient. Et donc, ils avaient ressenti avant de comprendre. Donc ça, c'est la première version. On voit qu'on propose un imaginaire scientifique, on a des objets, on aborde le monde avec le regard scientifique, on insiste sur ce regard et pas sur les résultats. Mais ça, à quoi ça peut servir? Et plus fondamentalement, c'est ce côté éthique. Donc ce côté éthique, ça peut porter aussi une réflexion par rapport au rôle des sciences et au lien des sciences avec les grands enjeux. Et on sait que les grands enjeux, c'est de la science du complexe, et on sait que les mathématiques n'ont pas la réponse à la science du complexe. Et la première œuvre que je vais proposer, c'était pour Carbone 12. Donc en 2012, c'était à l'espace EDF, c'est une exposition qui est restée 6 mois, avec cette affiche dans le métro à Paris. Et là, on a fait une proposition avec d'autres artistes qui sont les EE, ici, c'est leur photo favorite, juste avec une demande qui était art et changement climatique, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, dans ma thèse, donc on a réfléchi tous ensemble, mais pendant ma thèse, moi j'avais travaillé sur les membranes d'eau savonneuse qui sont une approximation des écoulements planétaires. Parce que les écoulements planétaires, l'atmosphère et l'océan, ce sont des couches minces, ça fait des milliers de kilomètres, mais ça fait 10 ou 5 ou 4 kilomètres d'épaisseur, donc c'est très mince. Et les membranes d'eau savonneuse, c'est pareil, c'est étendu et c'est très très mince, c'est une dizaine de microns pour celle-là. Donc c'est très mince. Et donc ça sert, depuis ces travaux avec Yves Couder, ça sert comme modèle pour tester la dynamique des fluides atmosphériques. Mais quand on regarde une membrane d'eau savonneuse, on voit tout de suite, surtout moi pendant ma thèse, on voyait tout de suite que c'est quelque chose de très fragile. Quand on veut faire l'étude, toc, elle explose, elle disparaît. Donc c'est quelque chose de très fragile. Mais nous, nos couches superficielles, elles sont très fragiles, elles sont invisibles de l'espace, elles sont plaquées sur la surface. Et donc la première chose que je me suis dit, moi j'avais envie de rendre cette idée de fragilité de ces ensembles atmosphère et océan. Donc la première chose qu'on a fait, c'était refaire une vidéo simplement, d'une bulle de savon, cette fois-ci hémisphérique, très libre, qu'on filme, et donc dans l'espace EDF. Cette vidéo était présentée juste pour parler, comme ça, sans autre explication de la dynamique de l'atmosphère, avec une petite explication justement scientifique. Et j'appelle ça Terraboula parce que justement depuis très longtemps, depuis les Grecs anciens, depuis les Romains, la bulle est le symbole de la fragilité de la vie humaine. C'est Homo Bula, l'homme est une bulle, parce que justement il peut explorer dans les vanités, dans l'ensemble de la peinture, ça a toujours été le symbole de la fragilité de la vie humaine. Et là, on est peut-être à un stade où c'est aussi le symbole de la fragilité de notre écosystème entier. Donc, mais ça, c'était pas pratique pour faire une vraie installation, parce qu'une brûle, c'est vraiment trop fragile. Donc on a cherché très longtemps. On a fait plein d'autres essais, mais toujours dans cette idée de montrer la fragilité, et on ne trouvait pas. Et tout d'un coup, j'ai repensé à cette image-là, qui vient d'un livre de visualisation scientifique. Ça, c'est une sphère qui tourne dans un fluide. J'ai appelé Hélène et Echo. J'ai dit, je pense que j'ai la proposition pour l'installation finale. On va refaire ça. Et on a monté en une demi-journée avec Antoine Garcia, qui est le technicien du labo, qui est maintenant ingénieur, avec qui je ne ferai rien du tout. C'est lui qui fait tout. Et moi, je parle. Et on a monté cette installation, qui est une sphère qui tourne dans une des cuves du laboratoire. On injecte du colorant au pôle.
et on a cet écoulement autour de cette planète. Donc on voit cette couche très très mince qui est faite par la rotation, dont on n'arrive même pas à voir l'épaisseur, qui évoque cette fragilité d'une atmosphère. C'est un peu comme une atmosphère fictive, et c'est le cas extrême où peut-être les nuages, la pollution qu'on fait, va polluer jusqu'à l'éther, jusqu'au cosmos, jusqu'à l'espace. Et l'installation finale est celle-là, la mise en scène, avec un globe terrestre et une injection de colorants périodiques. Je vous mets le petit film qui correspond à ça. Donc l'installation, le matin on changeait l'eau, il y avait tous les 15 minutes la petite séquence, vous allez voir. On habitue les gens à une lumière un peu moins forte. À un certain moment, on va éteindre la lumière, on va faire une injection de colorant, comme un petit message en colorant. Ce colorant va faire ses formes magnifiques le long de la sphère, très fascinante, avec plein de choses à étudier, plein de questions scientifiques pas résolues. Et puis là, elle commence à polluer, à toucher même l'éther. Et plus on va venir dans la journée, et plus le bassin va être marron, et plus on va avoir une impression oppressante, parce que justement l'espace dans lequel cet univers un peu du jouet, de cette terre jouet, est présent, devient marronasse et un peu sale. Très récemment, là pour COP21, je vais vous mettre deux autres exemples qui vont avec COP21. Pour COP21, on voulait refaire justement une réflexion autour de du vivant et du lien climat et vivant. Et cette installation-là, c'est une installation qui reprend le même effet physique, c'est-à-dire une sphère qui tourne, mais cette fois-ci, depuis un an, on élève du plancton bioluminescent, c'est-à-dire le plancton, c'est lui qui nous donne tout l'oxygène. Il fait la photosynthèse, et la majorité de l'oxygène vient du plancton. La majorité du plancton est bioluminescent. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait pourquoi le plancton est bioluminescent. Ça n'a pas de fonction simple. Ce n'est pas de la reproduction, ce n'est pas de la défense, ce n'est pas prédateur-proie, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, le cycle est très compliqué. La photosynthèse, le jour, le plancton stocke les molécules, les protéines qui vont faire la luciférine, il synthétise la luciférine, il le stocke au cœur de la cellule, dans des vésicules, et pendant le cycle nocturne, il les amène en périphérie pour pouvoir faire ces signaux lumineux. Donc c'est un processus complexe, sans qu'il y ait de fonction associée. Et là, donc on a décalé le plancton pour qu'il fasse nuit pour lui quand il fait jour pour nous. On a une salle très obscure et on lui propose une chorégraphie de mouvement. Avec cette lumière, il y a un tout petit film qui correspond à ça. C'est très peu lumineux, il faut que le public rentre, il accepte d'attendre 5 minutes avant de voir quelque chose, comme quand il y a un conférencier bavard. Et après, il découvre cette chose-là. Donc, j'avance juste. L'autre installation qu'on a faite, donc ça c'est la cour d'honneur de Panthéon-Sorbonne. Et ce qu'on a fait, c'est mettre une ligne comme ça, métallique, donc 400 mètres de ligne métallique, qui ceinture toute la cour d'honneur, même le plan d'évacuation de la cour d'honneur de Panthéon-Sorbonne, à 2080 mm de haut. 2080 mm, qu'est-ce que c'est? C'est la réflexion en disant, on parle de l'atmosphère, mais l'atmosphère, on n'en a pas de conscience. On n'est même pas d'accord pour les scientifiques pour définir une limite de l'atmosphère, parce que c'est continu jusqu'au vent solaire. Donc on ne sait pas définir la limite de l'atmosphère. Donc comment avoir une conscience de l'existence de l'atmosphère? On peut réfléchir en disant, tiens, si je liquéfie l'atmosphère, eh bien ça fait 10 mètres. On le sait tous, quand on plonge, tous les 10 mètres, il y a une atmosphère. Et la densité de l'air et de l'eau, c'est à peu près la même chose. Et on sait tous qu'il y a 20% à peu près d'oxygène dans l'atmosphère, donc il y a à peu près 2 mètres d'oxygène liquide. Donc si on considère l'oxygène liquide qu'on a à notre disposition, c'est 2080. Donc là, dans la cour d'honneur, il y a cette bande. On l'a placée avec un laser de chantier rouge, avec un plan à 2080. Donc si vous sortez votre main, vous pouvez traverser symboliquement cette couche d'oxygène et la mesurer. Et maintenant, on commence tout juste à la mesurer, à la monitorer. C'est des mesures très récentes qui viennent de San Diego. Donc ça, c'est une partie de l'exposition. Donc juste cette ligne avec un faisceau laser qui tape dessus. Une autre visu du faisceau laser rouge. L'autre installation, c'est à l'intérieur. Donc là, il y a une série de cônes comme ça. Là, il y a un plan laser bleu, toujours à 2080, qui va définir cette surface virtuelle de l'eau. Et dans ces cônes, on va verser de l'azote liquide. Donc quand on verse de l'azote liquide dans un cône en cuivre, l'azote liquide a un point d'ébullition plus bas que l'oxygène liquide. Donc on condense d'abord la glace, ici. Et puis là, ça devient comme mouillé parce qu'on condense l'oxygène qui a un point d'ébullition plus haut.
Et on peut montrer que c'est de l'oxygène parce que c'est paramagnétique, ça réagit avec un aimant. Et le geste, c'est de distribuer une goutte d'oxygène liquide, de le convoquer dans l'espace réel, de le rendre tangible, et de pouvoir en donner à chaque visiteur, même si c'est Madame la Ministre, donner une petite goutte d'oxygène, qui avait très peur, une petite goutte d'oxygène liquide qu'elle va pouvoir recevoir, mais qui va s'évaporer. Donc un bien commun, un peu la tragédie des commons, un bien commun qui va s'évaporer. Donc ça, c'est le... Et voilà, c'était ce geste-là. Donc j'arrive à ma conclusion, j'ai aucune idée si j'ai été très très long. Donc on voit, la démonstration que j'ai essayé de vous faire, elle est en 2 points en fait. Si je résume, le premier point, c'est que l'innovation en sciences, c'est pas rationnel. C'est pas le cerveau rationnel qui l'a fait, c'est l'autre partie, c'est la partie qui est intuitive, irrationnelle, éventuellement malhonnête. Parce qu'on ne peut pas être honnête, on va essayer d'être honnête dans la partie objective, mais voilà. C'est fait de chair, ça a le supplément d'âme des sciences, et ça c'est la partie émotionnelle, et c'est l'essentiel, c'est là où se fait la créativité, c'est là où se fait la création en sciences. Donc c'est vraiment ça, pour moi les sciences, c'est d'abord cette partie-là. Après l'autre, c'est ma pratique de scientifique, de me mettre en question avec l'objectivité. Et la deuxième chose, c'est que quand on va faire justement, quand on réalise ça, qu'on est dans le domaine du sensible, dans le domaine du sensible, on peut partager avec le public, et quand on partage avec le public, là on peut recevoir, on peut reposer les questions éthiques pour savoir quelle est la légitimité de ma question scientifique, dans quelle direction je dois chercher même, quel est le prochain sujet que j'aborde, quelle est ma motivation pour l'aborder. Et donc c'est restaurer le critical thinking. Ce qui manque, la première chose, Timothy Norton, il a dit que la première chose qui a été détruite avec l'Anthropocène, avec les modifications du monde, c'est d'abord cette pensée critique. Donc il faut d'abord remettre cette pensée critique et ça va tout remettre en route. Et je vous remercie en disant que ce qui est important, justement, quelle est la question? Il y a une fausse question dans le changement climatique. C'est-à-dire que la vraie question, c'est de décider quel est le futur. Ce n'est pas tellement de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a fait. C'est évident qu'on ouvre la fenêtre, qu'on a impacté cette planète à l'ordre 1, qu'on l'a modifiée à l'ordre 1. On peut le mesurer, on est sûr de trouver la biodiversité qui décroît. Mais il n'y a même pas besoin de ça, on regarde dehors, on sait que c'est le cas. Et la question importante, c'est de savoir ce qu'on va faire. Et ça, il faut le penser collectivement. Et Art et Science, c'est une façon de remettre la science dans une narration collective. Je vous remercie. C'était très long.